Bonjour et bienvenue dans notre 4e podcast Mastéos, l'état des lieux, le podcast qui parle de l'immobilier dans tous ses états. Aujourd'hui, on reçoit Paul-Henri Chopin, un prénom double, une start-up unique, Haussmann. Tu l'as préparé ça? Ouais, j'en suis assez fier. Haussmann, la néo-agence immobilière qui, tu vas nous dire, en fait, tu peux pitcher ça mieux que moi. Qu'est-ce que c'est Haussmann? Tu l'as décrite sur ton LinkedIn comme une néo-agence éthique. J'espère, parce que c'est un des gros sujets chez les agents immobiliers. Ça, on va en parler. Haussmann. Qu'est-ce que c'est Haussmann? Haussmann, c'est une néo-agence, effectivement. Alors, à l'échelle européenne, on parle d'agence hybride. Nous, on essaye de pousser plutôt néo-agence en France, qui a pour ambition de révolutionner la transaction immobilière, donc l'achat-vente d'appartements, tout simplement, et de pouvoir offrir à tout vendeur, donc toi Thierry, si tu vends un appartement, demain, de t'offrir un service qui sera transparent, qui sera moderne, parce que également digital, et qui sera tourné vers l'expérience client, avec une super expérience client, et le tout à un prix juste, qui est 4 900 € fixe au succès. 4 900 €. 4 900. Donc on a une autre offre pour les biens de plus d'1 million d'euros qui est à 8 900 €, mais notre offre centrale, c'est 4 900 €. On est actif à Paris, proche banlieue, et Bordeaux et Nantes, et on va ouvrir 12 villes dans les 12 prochains mois. Ah bon? Une ville par mois? On l'espère. Waouh, bon courage. Avant de parler du marché, tu nous as décrit ce que c'était Haussmann. Il y a quand même une aventure humaine derrière. Est-ce que tu peux nous raconter qui il y a derrière? On est 3 cofondateurs au départ. Donc j'ai 2 associés, Stanislas de Dinochin et Benjamin Bavuse, que je salue. Donc au tout départ, donc avec Stanislas, on s'est rencontrés il y a très longtemps. Et puis on s'est dit, on a tous les deux envie d'être entrepreneurs, on se le dit depuis toujours. On a tous les deux des projets qui marchent pas trop, tu trouves jamais la bonne personne, la bonne équipe, le bon projet. Ouais. On se dit assons sur nous, montons une boîte ensemble, parce que quand on est à deux, on est assez hyperactif, ça pulse bien, allons-y. Ouais. Et puis en fait, tous les deux à l'époque, on était sur des transactions immobilières, tu vois, qui marchaient pas. C'est-à-dire le truc, t'as l'agent qui est pas très bon, qui coûte hyper cher. Moi en plus, tu vois, le mec qui tente de te tirer un pack chiche. Alors je dis pas, t'as des très très bons agents bien sûr, mais je suis tombé vraiment sur la perle rare. Et même le notaire était pas au niveau. Je me suis dit, mais c'est pas possible ce marché. C'était pour un truc en perso? En perso. Ouais. Et Stan aussi, en même temps, avait une mauvaise expérience. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, le marché immobilier, c'est génial parce que c'est un des seuls, tu t'es peut-être dit la même chose, très gros marché. C'est-à-dire que dans la vie, tu te déplaces, tu te nourris, tu te loges. Et pour le coup, c'est le seul gros marché vraiment primaire qui est pas digital, quoi. Absolument, moi c'est le cœur de mon analyse. Digital. Ouais, Digital, c'est pas une vitrine rétro-éclairée. Enfin, tu vois, c'est pas ça, digital. Ouais. Peut-être se loger un peu digital, mais bon, c'est pas ça, c'est pas le cœur du métier des agences qui est digital. Et du coup, on s'est dit, mais c'est génial, quelle que soit la boîte qu'on peut monter en immobilier, on va s'éclater. Et on est directement parti sur la transaction. On s'est dit que c'était ça qui était en haut de la chaîne de valeur et que c'était un bon, un bon tremplin vers peut-être même d'autres activités dans l'immobilier. Tout de suite, il y a eu Stan qui allait chercher Benjamin qui était avec lui chez Rocket, Ben qui s'occupe plutôt de la tech, du produit, de la data. Okay. Et puis on a monté Haussmann. Quand? Donc en fin 2017. Avec ce constat, tu vois, que je le dise plutôt plus clairement comme ça, c'est que toi tu vas vendre ton appartement demain, comme peut-être d'autres personnes qui nous écoutent. En gros, soit tu vas avoir l'agence immobilière en bas de chez toi. Il est probable que tu aies une assez mauvaise image de l'agent immobilier comme 80% des Français. Soit tu vas voir cet agent, là tu réalises ce que tu savais déjà, c'est que ton appart il vaut en moyenne 500 000 € à Paris, 300 000 € en province, donc ça te fait 15 à 25 000 € de commission. Pour le même boulot que... Pour le même boulot dans un marché tendu. Ouais, ça devrait être à l'inverse en fait. Voilà. Sur un marché tendu, c'est facile. C'est facile, mais on va y revenir, mais t'as quand même besoin de conseils. Ouais. On y reviendra. Et du coup, tu dis, putain, c'est pas cool. Donc, peut-être que tu vas faire partie de 30% de Français ou 50% de Français qui vont dire, ok, je vais d'abord tenter le PAP, mais tu vas pas y arriver parce que ça marche qu'une fois sur 3. Et quand ça marche peut-être pas au bon prix. Tu auras peut-être pris des gros risques parce que tu auras peut-être abîmé ton bien. Tu n'es pas dans un marché où il y a une quantité infinie d'acheteurs. Donc, si tu mets ton bien sur le marché et que tu le fais mal, tu l'abîmes. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai, tu tues la rareté de ton bien. Ouais. Et tu auras perdu beaucoup de temps. Si tu y arrives au bon prix, tant mieux. Mais là, tu fais vraiment partie d'une infime partie de gens qui mettent sur le PAP parce que c'est pas ton métier. Et donc en fait tu es entre ce monde où tu payes 100 € à PAP ou à Le Bon Coin avec zéro service et méga plein de risques, ou 25 000 € avec un service qui est pas bon. Il y a quand même un gouffre, et c'est la troisième voie dans laquelle nous on s'engouffre justement, avec l'idée de la start-up, l'ubérisation du marché. C'est pas la déshumanisation, au contraire, hein. Nous, on est c'est une de mes questions parce que tu digitalises le process, mais nous ce qu'on veut c'est de l'humain, du terrain, du contact. Donc comment tu articules
En fait, la digitalisation du marché, pour nous, c'est centrer toute ta boîte sur l'expérience client. Finalement, c'est ça, l'ubérisation d'un marché, c'est tu penses expérience client tous les jours. Ok. Nous, on parle client tous les jours, on parle immobilier, on parle pas commission, on parle de ça. 2, c'est grâce à de la tech, c'est automatiser des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Comme par exemple, notre mandat, on va pas aller avec un morceau de papier chez notre client pour le faire signer, tout est en ligne. Et si je te donne un exemple un peu plus flagrant, si toi tu signes un mandat avec Haussmann demain, sur des choses, alors on fait des choses tech un peu plus poussées quand même heureusement, mais tu signes ton mandat électroniquement, on va tout de suite te dire, tiens, book un rendez-vous avec notre photographe demain à 8h. À 8h, le photographe, dès demain, il est là chez toi à 8h, il fait la visite 3D, les super photos, le plan 2D, et les photos vont remonter automatiquement dans l'annonce, dans le bon ordre, avec la légende, le texte va être auto-généré, et à 10h, moi je suis ton expert, c'est moi qui vais vendre ton bien. Ok. Je reçois un pop-up qui me dit l'annonce est prête, et j'ai juste à rajouter ma patte commerciale, et en quelques clics, je le diffuse à ma base d'acheteurs. Et la valorisation du bien, tu l'as fait comment ? Alors, il y a énormément de choses, parce qu'un cycle de vente, c'est long et complexe. Donc, on n'a pas une martingale à un endroit, c'est vraiment plein de petites touches. On a une équipe produit, tech, opération. Pour le coup, la valorisation, c'est un des sujets. Donc, on a un gros angle data. Donc, la valorisation, c'est... je vais pas parler de moi, je vais parler par exemple de Aurélien dans l'équipe, un de nos experts. Déjà, Aurélien, il est super formé. Il a des formations toutes les semaines. Donc Aurélien, c'est un bac plus 5. J'ai assisté à une de vos formations, je confirme. Voilà. C'est un bac plus 5, ok, qui a des formations toutes les semaines, qui est hyper motivé, il est pris par les tripes par ce projet. Il a des formations techniques en immobilier et des formations en négociation commerciale, ok. Donc il est hyper formé. Donc quand il arrive chez toi, il sait de quoi il parle. Donc déjà, tu dis, ok, le mec, il sait de quoi il parle. Il a également beaucoup de data. C'est ce que meilleurs agents appellent le sandwich de data. Et nous, on va plus loin parce qu'on a aussi 300 data points par vente qu'on ajoute au millefeuille connu qui est les biens scrappés sur tous les sites de portail pour avoir de la data sur quelles sont les tendances aujourd'hui, la base des VF, les impôts, le site des impôts. Et puis, c'est quoi les VF ? La base des VF, c'est la base Patrim qui a été mise en ligne, voilà, donc on exploite aussi. Donc tu vois, toute cette data, on la retravaille pour qu'elle soit facilement utilisable par nos commerciaux. Ouais. Ok. Donc pour une adresse, ils ont les biens comparables, vendus, à vendre, la distribution des prix, l'évolution des prix. Tu rajoutes son expérience et ensuite le reste, c'est lui qui vient chez toi et qui, avec son expertise, parce que chaque bien en France est unique et atypique, tu as besoin d'un œil humain pour créer le contact avec toi, pour faire de la pédagogie et pour ensuite aller voir, concrètement, comme tous les biens sont différents, il faut aller sur place pour voir ce qui se passe. Ok. Et le fait qu'il y ait une idiosyncrasie sur chaque bien, que chaque bien soit différent, est-ce que ça rend pas ton modèle non scalable en fait ? Tu aimerais pouvoir commoditize tous les appartements qui soient les mêmes et que tu puisses... Non, parce que tu vois, on n'enlève pas la partie humaine. Je pense que ce qui rend certains modèles non scalables, c'est par exemple pour les iBuyers. Les iBuyers, si tu vas aux États-Unis, dans certaines zones, toutes les maisons dans les lotissements, c'est les mêmes. Ouais. Tu as 2 fois plus de taux de rotation. Alors, le taux de rotation est 2 fois plus élevé et toutes les datas sont publiques sur tous les biens. Du coup, là, les mecs, ils se régalent. C'est-à-dire qu'en fait, tu es sûr que ton estimation, elle est vraie à 5% près. D'accord. En France, de toute façon, c'est pas possible. C'est pas le cas. Ok, il y a de plus en plus de data. Nous, on crée des modèles prédictifs parce que comme on collecte beaucoup de data sur chaque bien, quand tu fais, 500 estimations par mois sur Paris Intramuros, tu mets 500 punaises. Ouais. Au bout de 12 mois, tu mets à chaque fois 300 data sur chaque punaise. Au bout de 12 mois, tu as quand même un sacré dataset exploité. Et quand tu dis que tu as 300 data points, est-ce que tu peux nous donner une data auquel on pourrait ne pas penser qui va contribuer à la valorisation du bien ? Je vais te donner plutôt une data qui me tient à cœur en ce moment, qui nous tient à cœur chez Haussmann en ce moment. C'est dans un marché qui est plus ou moins tendu en ce moment. Tu vois, il y a des rez-de-chaussée où les gens disent est-ce que c'est le bon moment pour vendre ? Moi, je leur dis en fait, dès que ton bien n'a pas de défaut, aujourd'hui, on le vend le même prix qu'il y a un an, voire un peu plus cher. Mais dans un marché comme aujourd'hui qui est moins tendu, et on s'en reparlera après, l'impact de l'étage et de l'orientation, de la luminosité est beaucoup plus fort qu'il y a un an. Du coup, la décote que tu dois appliquer, il faut vraiment l'expliquer avec pédagogie au client, elle est beaucoup plus forte. Ah ouais, intéressant. Plus le marché est tendu, plus les petites particularités s'effacent. C'est ça ? Parce que quand il y a un an, tu avais 30% d'acheteurs de plus que de vendeurs à Paris. Ouais.
bah, les mecs, pour acheter, tu vois, ils en pouvaient plus. Ouais. Et bah, du coup, Ils sont prêts à oublier plein je de trouve défauts. pas dans le 9e, pas de problème. Je vais à Barbès et j'achète pas moins cher que dans le 9e, mais pas non plus bradé. Je trouve pas mon 2e, mon 3e, mon 4e étage, c'est pas grave, j'achète un premier étage sur rue ou en rez-de-chaussée avec 10% de décote. D'accord. Alors que c'était pas vraiment la vraie décote. Mmh. Aujourd'hui, tu auras plutôt 15-20% de décote sur ces biens-là. D'accord. Et est-ce que toi, tu vois des effets du Covid sur le marché actuellement? Justement, tu en parles là. Bah, il y a celui-là. Ouais. Et Mais- attends, Ouais. avant, une question sur qui est liée en fait, c'est la rénovation énergétique et les notes, les classes énergétiques, parce qu'on a la loi sur les passoires thermiques qui arrive. Et quand tu me dis que dans un marché tendu, les micro-particularités s'effacent, là, le marché se détend avec le Covid. Ouais. Est-ce qu'un argument comme mon bien est noté B plutôt que mon bien est noté Ouais, bien F sûr. commence à poindre ou il a toujours Exactement. aucune valeur? Ouais, c'est un super bon point. Exactement. C'est-à-dire que tu as plus le temps de regarder ça déjà. Parce que tu vois, tu visites un bien, tu sais que tu n'es pas obligé de te prononcer dans la minute et de donner une valise de cash à l'agent. C'est fini cette période où tu arrives avec ton offre d'achat sans condition suspensive Si, en pour main les et biens puis un parfaits, billet. hyper Ouais. rare, bien sûr, D'accord. toujours. Toujours. Mais voilà, le marché, il est stable. Il est en baisse de 2% sur les 6 derniers mois. Il va certainement reprendre 2% dans les 6 prochains. Parce que Parce tu as ça les va banques mieux. centrales qui arrosent aussi le Ouais. marché. Ouais. Ouais, il y a l'effet Covid, c'était ça ta question. Ce qui est un effet Covid, qui est un effet Covid sur le fait que le marché s'est détendu. C'est-à-dire qu'en fait, avant la crise, c'était hyper tendu. Ouais. Tout d'un coup, tu as un stop. Mais comme les vendeurs, ils sont plus contraints que les acheteurs. C'est-à-dire qu'ils ont préparé leur projet de vente depuis un an. Donc là, c'est bon, ils mettent en vente. Du coup, tout d'un coup, tu as un stock qui augmente et tu peux pas les vendre. Parce que le marché, le lockdown, tu es confiné. Donc là, tout d'un coup, tu as un gros stock de biens. Et à l'inverse, les acheteurs, ils disent, OK, je vais peut-être reporter un peu mon projet parce que ce sera peut-être moins cher dans 6 mois. Et les vendeurs, ils disent, il faut que je me dépêche devant. Du coup, là, tout d'un coup, au lieu d'avoir 30% d'acheteurs de plus que de vendeurs à Paris, tu tombes à 3%. D'accord. Donc là, l'acheteur, il a plus de choix. Et donc, les biens qui ont des défauts, plus compliqués à vendre. Et là, aujourd'hui, ça se retend. On est remonté à 11%. 11%. Et Ok. tu le vois dans toutes les villes de France. Bordeaux, c'était assez violent. Le marché, c'était beaucoup détendu parce qu'il y avait vraiment une euphorie sur Bordeaux avant la crise. Donc là, ça revient peu à peu. Nantes tire très bien son épingle du jeu. Lille aussi. Marseille, c'est un peu comme Bordeaux. Donc, tu vois, ça dépend. Chaque ville a un peu son histoire. D'accord. Mais voilà, en tout cas, toutes les villes sont ouvertes. Est-ce que ça affecte tes statistiques en interne, ce Covid? Est-ce que, je sais pas, t'as pas Ouais. plus de rétractations ou plus de refus de prêt ou Et alors, c'est hyper intéressant parce que ça a été assez douloureux. Sur le premier confinement, on a eu beaucoup de rétractations, d'offres acceptées, pas de promesses. Parce que, en fait, tu vois, ta situation professionnelle tout d'un coup est à risque. Donc, tu t'en vas. Ta banque finalement te dit en fait non. Et donc, au lieu d'avoir 10% de rétractation d'offres acceptées, on est monté carrément à 30%. Donc, là, c'était Mais dur. déjà, 10%, c'est pas beaucoup parce que moi, je m'imagine Très les faible. acheteurs parisiens à faire des offres sur plein d'appart parce qu'ils peuvent se Là- rétracter Ouais. et à s'en aller à la légère. Déjà, 10%, Alors, c'est faut faible. toujours se méfier des stats dans l'immobilier parce qu'elles sont toutes souvent assez fausses parce que les données sont assez confidentielles. Mais la stat plus connue là-dessus, c'est 30% de rétractation en temps normal et 50% pendant le Covid. Ah ouais, Et sur le neuf, c'est monté encore plus haut. d'accord. Et refus de prêt? Et refus de prêt, on en a eu peu, mais quand même quelques-uns. On a eu des situations rocambolesques de, tu vois, on vend un bien à une Italienne. En fait, elle pouvait plus venir en France. Du coup, on a dû abandonner parce qu'en fait, elle était bloquée en Italie. Mamma mia. C'est des trucs, en fait, personne ne savait quoi faire, donc tout le monde flippe. Et puis nous, en fait, tout le monde en CDI chez nous. Oui. Et en fait, tu vois, le chômage partiel, c'est bien, mais nous, même si on pouvait plus vendre, il fallait quand même qu'on rassure nos clients, quoi. Hmm. Donc on n'était pas vraiment au chômage et on a juste essuyé les plâtres. T'as eu un petit stress financier à ce moment-là? Ouais, un peu. Ouais, t'avais de quoi bridger? Un peu parce que, en fait, on gère la boîte en bon père de famille, donc ça a été. Mais on se disait, tiens, si on tire le trait du Ah ouais. confinement, là, ça va être compliqué. Et là, ça a repris un peu. En fait, il y a eu un super rebond en mai. Nous, on a continué de développer et d'investir. Tu vois, on s'est dit, ok, on va prendre des risques, mais en même temps, faire les choses sainement. Donc, on s'en est bien sorti et on fait quand même, en termes de volume, on fait x3 Par rapport à l'année d'avant. Eh ben très bien, bravo. Voilà. Ok. Question sur 10 investissements. Est-ce que tu arrives à savoir combien il y a d'investissements locatifs? À Paris, c'est 30%, la stat, je crois. Ok. C'est toi qui sais mieux que moi, non? Et à échelle trop française, c'est 25, bon Ok. an, mal an, donc Bon, ça me choquerait pas. Ouais.
Et toi, en interne, est-ce que tu arrives à dire il y a tant de pourcents d'investissement locatif ou tu Alors, le sais pas? nous, je pense qu'en fait, on ne le sait pas assez parce que c'est un truc sur lequel on se penche depuis trop peu de temps, mais avec Mastéos, on va s'y pencher de manière un peu plus précise. En fait, finalement, on ne vend pas, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on améliore et qu'on comprenne pourquoi, on vend la moyenne du prix des biens que l'on vend, c'est la moyenne du prix des biens de Paris, de Bordeaux, de Nantes. Mais un peu plus. Et en fait, on vend assez peu de biens de 100 000, 150 000, 200 000 Qui sont des par biens rapport, d'investisseurs. voilà, qui sont des biens d'investisseurs par rapport à la proportion que ces biens représentent dans le marché. Ok. Donc pour quelle raison, en fait, honnêtement, on ne le sait pas assez. Donc il faut qu'on creuse ça. D'accord. C'est quand même bien de se dire, bah ok, le mec qui vend des biens à 100 000, il se dira que si on sait vendre des biens à 500 000, 1 million, 2 millions, il sera rassuré sur le fait qu'on pourra vendre son bien à 100 000. C'est des biens qui se vendent très rapidement. Donc il faudrait qu'on rentre plus de biens comme ça. Moi, je pense que la raison pour laquelle l'agent immobilier il a un problème de conscience, hein, de trust, c'est parce qu'il y a un biais à la vente du bien pour lequel il a le mandat. C'est-à-dire tu peux difficilement être dans un devoir d'objectivité quand tu as un Ouais. mandat sur un bien C'est particulier. hypocrite. Si tu le vends pas, tu payes pas ton loyer, Ouais. tes enfants sont pas nourris à la fin du mois. Nous, côté acheteur, tu peux nous acheter un investissement locatif, que ça soit cet immeuble ou cet immeuble. Moi, je suis agnostique sur l'immeuble que tu achètes. Mais quand tu es agent immobilier, c'est ce bien et pas un autre. Donc, difficile d'avoir un rôle objectif de conseil. Et du coup, ça vient te... Alors c'est même pire que ça, c'est qu'en fait, en France, comme dans beaucoup de pays, enfin en tout cas partout en Europe, mais pas aux États-Unis, l'agent immobilier, il conseille le vendeur et l'acheteur. Absolument, il faut qu'on en parle Ce qui des est complètement États-Unis. hypocrite. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, tu as un broker buy-side, un broker sell-side. T'as un listing agent Bon. et t'as un Avec buying l'agent agent. traditionnel qui a 5%, t'as pas trop la place pour ajouter un broker buy-side. Ça Non. va être compliqué. Enfin, nous, on y Donc, arrive. peut-être mais- que notre modèle va le permettre, mais Ouais. vous y arrivez. Ouais. Donc c'est bien, on va bosser ensemble, ça va être bien. Mais sinon, t'as pas la place. Donc ça, c'est le premier problème en termes d'hypocrisie, d'objectivité. Donc nous, on y remédie parce qu'on est hyper transparent. Et en fait, ton métier, c'est de rassurer ton vendeur et de rassurer ton acheteur pour qu'il se serre la main. Et croire qu'en planquant des choses, tu vas vendre un bien plus vite ou plus cher, en fait, c'est une bêtise absolue. Et c'est pour ça que le taux de rétractation, de drop des offres acceptées est aussi élevé dans le marché. C'est qu'à un moment donné, il y en a bien un qui va se rendre compte que le prix est déconnant ou que en fait le couloir dans l'entrée est pas en pleine propriété, qu'en fait l'immeuble est déclaré insalubre, ou que Eh ouais. il y a forcément un moment donné où quelqu'un va s'en rendre compte. Mais bien sûr. Et du coup, c'est con en fait. En fait, à vouloir cacher des choses et pas être objectif, en fait, tu perds finalement tes clients et tu perds le deal. Dernière question avant de passer au Q&A. Comment tu vois le futur du métier de l'agent immobilier une fois que monsieur Stéphane Plaza sera les cheveux grisonnants, vieux et retraité, qui prendra le relais? Est-ce que ça sera un Stéphane Plaza bionique? Comment ça va se passer? Alors, je pense que l'agent physique, il va jamais disparaître. Ça, c'est sûr. Ok. Parce que tu auras toujours... Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'avec le Covid, tout le monde a parlé des visites virtuelles, mais alors tout le monde s'en donnait à cœur joie. Mais en fait, ok, tu peux vendre pour, je sais pas, un de tes investisseurs locatifs qui habite à Singapour, tu peux vendre un bien avec une visite virtuelle parce qu'il n'y a pas d'affect. Exactement. Pour de la résidence principale, 70% du marché, 75% du marché en France, tu vas jamais vendre un bien en visite virtuelle. Éventuellement, la seule possibilité, c'est si la personne connaît par cœur l'immeuble, le quartier, et voir en fait est déjà venu dans Ou l'appartement. fait une offre sous réserve de le visiter en Oui. physique. Par exemple. Ouais. Mais voilà, en revanche, ça aide. Ça aide à faire le tri dans les visites, à être plus efficace. Voilà. Donc, toute cette partie dont tout le monde parle, la visite virtuelle, la réalité augmentée, demain, tu pourrais visiter des biens, tu vas dans une agence, tu as un masque, tu vois, le truc de réalité virtuelle où tu visites plein d'appartes, ça va permettre d'être plus efficace et ça va pas remplacer l'immobilier d'aujourd'hui. Tu auras toujours un mec expert parce que tous les biens sont différents, tous les biens sont atypiques, donc tu auras toujours besoin d'un expert sur le terrain. Et toi, vendeur, tu auras toujours besoin de confier tes clés à quelqu'un en qui tu as confiance. Ouais. En revanche, cette personne, il sera entre guillemets augmenté. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'il aura beaucoup plus de data, donc de l'accès qui sera vraiment, de la data qui sera vraiment transformée pour être hyper pratique à utiliser par le commercial et pratique à présenter au client. Ouais. C'était une boîte aux États-Unis qui s'appelle Compass. Je connais, ouais. Dans leur pub, le mec, il arrive chez le client avec un iPad, et il montre des graphiques, c'est écrit « Sell your home with data ». Donc je trouve ça assez cool. Ah, j'aime bien. Et c'est assez sympa. Ouais. Donc tu auras un gros enjeu de la data, un enjeu
sur l'expérience Ça pourrait client. être ton slogan en fait, salir en mobile data. Ouais, mais c'est en anglais ça. Du coup, nous, on est qu'en France. Ça donnerait quoi? Bah, vends ta maison avec des chiffres, c'est un peu moins sexy. D'accord. Donc, tu as un enjeu surtout autour de l'expérience client. C'est-à-dire que le modèle de l'après-guerre qui existe encore aujourd'hui, il est complètement offline. Alors que toi, tous les jours, tous les gens aujourd'hui, encore plus depuis le Covid, tu commandes un Uber, tu commandes un Deliveroo. Tu vois ce que c'est que le bénéfice de cette expérience qui est en partie digitale. Bien sûr. Et tu dis pas que c'est virtuel, tu vois bien qu'il y a des hommes derrière. Mais oui. Tu dis juste que c'est plus pratique. Mais je peux pas imaginer quand je vois toutes ces agences de quartier, Ouais. ça pullule moi dans mon quartier, Ouais. avec si tu veux, des biens en vitrine. Tu sais très bien qu'ils sont vendus depuis 2 ans, ils sont pas renouvelés, c'est juste tout est fake quoi. Je veux dire, il y a de l'humain derrière, mais c'est fake. Alors que toi, il y a de la transparence, tu vois, t'es sûr. Ouais. Déjà, moi, nos vies sont sur smartphone, donc à aucun moment j'ai envie qu'il se passe quelque chose de physique pour aller signer et tout. Je veux juste pas être emmerdé. Quels sont les produits grand public ou les classes d'actifs qui sont pas encore sur smartphone? Il y en a pas, à part l'immobilier. Ouais, Quand est-ce que je pourrais faire un achat sur mon iPhone quoi, Ouais. ou un investissement locatif? Ouais. C'est là où on a un point commun, c'est qu'on veut digitaliser le truc sans perdre l'humain. Ou au contraire, en digitalisant, tu peux te focus sur l'humain. Parce que c'est plus transparent, plus pratique, plus fluide et qu'il y a moins de friction. En fait, offline égale plein de friction, online égale fluide. Et après, c'est le mélange des deux parce que tu as besoin d'hommes. Ok. Vous êtes combien dans la boîte? On est 45 aujourd'hui, plus une trentaine de freelance. Et là, on espère annoncer bientôt une levée de fonds pour accélérer. Que vous closez quand? On verra. Okay. Je vais contenter de toucher la table. Mais c'est en cours et c'est en cours de finalisation. Et quel va être le use of funds? Eh bien, c'est plus intéressant comme question, plutôt que de me poser des questions confidentielles. Donc, c'est un tiers de l'expansion géographique. Ok. Voilà. Donc, et ça consiste en quoi? Parce que tu n'ouvres pas d'agence, si? Tu ouvres des agences? Non, c'est simplement qu'on a des équipes commerciales dans chacune des villes qu'on va étoffer. Ouais. Comme je te dis, peut-être que demain on aura des agences, ne serait-ce parce que comme on a des bureaux, peut-être que ces bureaux autant les mettre au rez-de-chaussée et peut-être que ça peut être l'occasion pour les clients de les rassurer, mais pour l'instant c'est pas le modèle. Ok. Donc on ouvre toutes les villes dans lesquelles notre modèle marche. Malheureusement notre modèle il fonctionne pas pour vendre un moulin en Corse ou une ferme dans la Creuse. Il fonctionne dans les villes. D'accord. Et les zones urbaines. Donc Paris jusque Melun, Nantes jusque la Baule, Bordeaux jusqu'à la côte et puis etc. Ok. Donc ça c'est 1. 2 c'est tech. Donc là on va investir beaucoup d'argent dans la tech et la data. Et le dernier tiers c'est la marque. Parce que en fait tu es dans l'immobilier, tu es dans un marché où tu vends quelque chose qui représente parfois tout le patrimoine du client plus toute sa vie. Tu vois, il a vécu dedans, donc c'est quelque chose d'intense pour lui. Et du coup il a besoin d'être rassuré par le fait qu'il est pris en main par un truc solide. Donc la trust. La trust. Du coup, ce branding, c'est pas juste du marketing, tu vois, de l'argent, c'est vraiment créer du contenu qui rassure et qui est utile et qui permet d'augmenter le côté rassurant de ta marque et de faire en sorte que tout le monde... En fait, je pense que l'objectif final, c'est que demain, quand tu te dis je vais vendre mon bien ou je vais acheter, que tu te dises pas que je vais faire des cauchemars cette nuit ou une crise urticaire, tu dises ah cool, je vais vendre un bien, ça va être cool. Ouais. Ou acheter un bien. C'est un bon objectif. Ouais. Deuxième objectif, redorer un peu le blason des intermédiaires immobiliers. Ouais. On va passer à la session questions de nos auditeurs, de nos followers Instagram. Alors, nous, c'est un peu particulier, on fait que du mandat simple. Et en fait, c'est dommage parce que tout le monde va nous voir en me disant j'imagine que si je passe par Haussmann, ce sera un mandat exclusif. Je dis non, pas du tout. Parce qu'en fait, pour nous, le mandat exclusif, c'est un truc un peu old school. Je te fais une estimation séduction. Une fois que tu as signé un mandat exclusif, je te dis maintenant, tu es bloqué pendant 3 mois avec moi. Donc, dans 2 semaines, je vais t'appeler pour te dire je suis désolé, j'ai un peu abîmé ton bien en mettant un prix tout prélevé sur le marché. Mais si tu veux le vendre, il faudrait baisser le prix. Et tu dis non. Écoute, de toute façon, tu es bloqué avec moi, tu es en exclusivité. Nous, ça, c'est pas notre méthode. Nous, ce qu'on veut, c'est les clients qui, s'ils sont pas contents, ils envoient un texto avec écrit Stop Haussmann. Ce qui, heureusement, n'arrive pas. C'est vrai pour nous. Vous avez cette possibilité? Ouais, parce que nous, en fait, ce qu'on veut, c'est pour nous, c'est ça aussi, être moderne, tu vois. C'est être moderne, c'est être libre, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est hyper important. Ouais. En revanche, ce qu'on dit à nos clients, c'est soit on bosse ensemble, soit on bosse pas ensemble. Donc, si on bosse ensemble, c'est une relation de confiance.
Et donc on lui parle d'exclusivité morale, qui n'est pas contractuelle, c'est exclusivité morale, c'est si on bosse ensemble, tu joues le jeu, je joue le jeu, et on est tous les deux alignés vers un seul objectif, c'est vendre ton bien. D'accord. Voilà. Après, si la question c'était plus générale, de est-ce que de manière générale, il faut signer des mandats exclusifs, la réponse, on l'a compris, pour moi c'est non. Bien sûr qu'il s'y connaît plus, heureusement. Maintenant, il faut qu'il le prouve. Et nous, tu vois, même quand on fait une baisse de prix, on fait un dossier baisse de prix. On explique, voilà, je vais t'expliquer concrètement pourquoi il faut baisser le prix. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce que le marché, quand le marché il était comme ça, en hausse, bon bah tu finis bien par atteindre ce prix qui était surélevé. Quand le marché comme aujourd'hui, il est à moins 2, moins 3% sur les 6 derniers mois, et je pense qu'il va stabiliser ou légèrement et augmenter dans les prochains mois, bon bah du coup il y a plein de biens pour lesquels il faut faire des baisses de prix. Nous on en a fait, ce mois-ci, on a dû en faire 75. Ce qui était vraiment, tu vois, un gros boulot, c'est dur, mais on les a fait main dans la main avec nos clients. Parce qu'on leur a expliqué, voilà, on a testé ça, on a tenté ça. Voilà les stats le nombre de personnes qui ont vu ton annonce, le nombre de personnes qui ont cliqué, le nombre de personnes qui ont demandé une visite. Voilà les commentaires qui sont remontés suite aux visites. Voilà les offres qu'on a reçues et voilà ce qui a fait qu'elles n'ont pas conclu. Du coup, tu as une période d'or quand tu vends un bien. Si tu attends trop longtemps, ton bien, il est, dans le jargon, c'est un peu, c'est pas très distingué, mais il est cramé. Il est cramé. C'est-à-dire qu'en fait, si tu laisses ton bien trop longtemps dans le marché, tout le monde l'a vu. Et personne, comme c'est pas un marché où tu as un nombre infini d'acheteurs, personne n'a envie d'être le dindon de la farce qui va acheter ce bien dont personne ne veut. Déjà que tout le monde est flippé quand il achète un bien, Ouais. tout le monde veut de la rareté. Donc ça veut dire que, oui, il faut l'écouter, c'est-à-dire qu'il y a un truc, mais il faut comprendre pourquoi. Bah, c'est vrai que le côté chronophage de vendre un bien, c'est un des paramètres qui fait que c'est pas une bonne idée de passer par PAP. Donc la objection, non mais moi j'ai tout mon temps. Et c'est ce que nous répondent les clients qui veulent passer sur PAP. Mais en fait c'est qu'un seul des défauts de PAP. Enfin de PAP, le bon coin de la vente entre particuliers. En fait il y en a beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus importants. Il y a notamment le fait qu'il n'y a que 15 à 20% des acheteurs qui sont prêts à acheter un bien de particulier à particulier. Étant donné que tu n'as pas un nombre infini d'acheteurs pour ton bien, et peut-être qu'il n'y en a qu'un seul à un prix de fourchette, si tu le mets sur ces sites de particulier à particulier, du coup, tu te prives d'une grosse partie des... Et du coup, tu ne crées pas de tension autour de ton bien. Pour vendre un bien au bon prix, il faut avoir un minimum d'acheteurs autour pour créer une tension. Tu peux faire de la tension avec un seul acheteur. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est que c'est pas ton métier. Comme c'est pas ton métier, t'es pas technique, eh bien, tu vas montrer ton bien, parce que même les gens qui sont pas prêts à acheter sur PAP, ils voient quand même les biens sur PAP. Donc tu vas montrer ton bien sur PAP, donc déjà, hop, plus de rareté pour le bien. T'arrives à le vendre, t'es trop fier de toi, sauf qu'en fait, comme tu connais rien et que c'est pas ton métier, au moment où tu vas passer au stade de la négociation, de la signature d'une promesse, il y a forcément un truc qui va capoter. Parce qu'en fait, t'auras pas vu un truc dans les diags, t'auras pas vu un truc dans le règlement de copro, t'auras pas réalisé qu'en fait, oui, c'est problématique d'avoir tel paramètre dans l'appartement, et en fait, derrière, ça va capoter parce qu'il n'y aura pas un intermédiaire entre les deux pour assurer les deux parties, et en fait, t'auras pris un risque énorme pour tout ton patrimoine. Et nous, notre point, c'est de dire, ok, si la commission est juste, on comprend que la France, plus que tous les autres pays dans le monde, fasse plus de PAP parce que la commission est trop élevée, et si le niveau de commission est juste, et que tu fais plus que la rentabiliser, parce que nous, on pense qu'on fait gagner plus que 4 900 € à nos clients grâce à notre savoir-faire, et ben voilà, fais-le, parce que sinon tu prends des risques qui sont pas utiles en fait. Et alors, généralement, et là, c'est le dernier argument du propriétaire, oui, mais ça m'amuse. Bon bah là, je peux rien. Il faut que tu gamifies ton app ou un truc comme ça, quoi. Et bah écoute, on a qu'à le vendre ensemble à ce moment-là. Ouais. On va passer à l'apéro. Merci à nos chers auditeurs. Abonnez-vous, likez pour ceux qui sont fans d'immobilier, de tech, d'entrepreneuriat. Merci pour votre écoute. À bientôt. Merci, à bientôt.